voudrais que vous me disiez comment, qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie un jour de piloter un avion ou d'être dans un avion? C'est tout simplement, je crois, d'avoir voulu le désir. Le désir vient d'un enfant que j'étais qui a vu un avion pour la première fois dans le ciel. Et puis, ça m'était très intrigué. J'ai demandé à mon père qu'est-ce que c'était ça. On entendait parler, mais à 8 ans, vous savez, on ne lit pas les journaux. Hein? Alors, mon papa m'a expliqué et tout. À partir de ce moment-là, et j'ai été chanceux d'en voir un de près parce qu'il a atterri à Montmagny quand j'avais 12 ans. Euh, J'ai parlé au pilote, tout le monde s'était rué dans le champ pour aller le voir. Je pensais qu'il manquait d'essence, mais non, c'était de l'eau. Il y a de l'eau, besoin d'eau pour son radiateur. C'était probablement un Jenny avec un Liberty Engine là, qui s'était refroidi à l'eau. C'est à partir de ce moment-là où là, cette chose-là ne me quitte jamais. Alors, je cherche les images, je cherche articles et tout. Et puis, c'est comme ça que je rêve de moi-même. Je m'intéresse au cerf-volant, etc. Tout ça arrive en même temps. Vous êtes la première personne qui me dit qu'il a été témoin du passage du R100 dans la région. Comment c'est arrivé cette histoire-là? Le R100, lors de son arrivée en Amérique, avait suivi une route qui bordait les monts juste en face de Montmagny. Vous avez la baie Saint-Paul, cet endroit-là. Puis ils ont eu une panne de moteur. Peut-être pas de moteur. Il y avait une déchirure sur le gouvernail. Je ne suis pas sûr sur lequel des deux. Ils ont été à la dérive du fleuve Saint-Laurent, du nord au sud, à Cap-Saint-Ignace, qui est près de Montmagny. C'est en face l'un de l'autre. Il n'y avait pas de vent ce jour-là, à peu près rien. C'est une dérive, lentement. Alors, on voit venir le ballon, on appelait le ballon, le dirigeable. Puis, les gens disent, ça, c'est un avion. Non, non, non. Papa nous dit, non, non, c'est le dirigeable. Il dit, justement, il en parle dans les journaux. Alors, on a embarqué dans la Chrysler 1928 du temps. Et puis, on est allé à Cap-Saint-Ignace. Et puis, on était juste en dessous du ballon. On entendait les ouvriers parler. Ils étaient sur les surfaces arrière du ballon. Ils avaient des échelles, puis ils essaient de réparer cette déchirure-là. Et il n'y a pas de moteur qui tournait. Du moins, sûrement, on ne les entendait pas. Mais il n'y avait pas de vent, mais ils dérivaient lentement, lentement, lentement. Et c'est comme ça que j'ai été conscient que, puis mon père nous a appris qu'est-ce que c'était. Je vais vous dire, racontez-moi votre racontez-moi votre rencontre avec le R100. Assez spécial, cette rencontre-là. Excusez-moi. Commencez par j'avais 8 ans et j'ai vu le Ah, ouais, R100. encore, oui, oui. S'il vous plaît. Je venais d'avoir 8 ans en 1930, quand le R100, qui avait été d'ailleurs, on en avait vu des articles dans les journaux. Moi, un petit bonhomme de 8 ans, là, je ne lis pas le journal, mais c'est mon papa qui me tenait au courant. Et par pur hasard, il y a quelqu'un qui a vu le R100, puis tout le monde disait c'est un avion, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'il ne tombe pas parce qu'il le voyait suspendu. Alors, papa a dit, ben, c'est le R100, je viens de dire dans les journaux. Alors, il était à la dérive de la côte nord, en face de Cap-Saint-Ignace, c'est Baie-Saint-Paul et ces endroits-là. Alors, le R100 était à la dérive. Il y avait un bris. On l'a appris plus tard, on a lu dans les journaux, etc., qu'il y avait un bris. Puis si je me souviens bien, c'était un bris dans le gouvernail de direction où il y avait une grande déchirure. Ils avaient frappé beaucoup de turbulences au-dessus sur la rive nord, au-dessus des monts, les montagnes. Et puis, ils ont arrêté les moteurs, puis ils ont dérivé du côté sud du fleuve Saint-Laurent. Alors moi, à Montmagny, Cap-Saint-Ignace, c'est quelques milles seulement. Alors papa nous a embarqués dans la Chrysler de l'année 1928, et puis il nous a amenés au-dessous du ballon. Il était justement là, lentement là, il dérivait. Et c'est là qu'on entendait les ouvriers travailler. On entendait des bruits d'échelle. On ne voyait pas les ouvriers, l'endroit où on était. Mais on entendait tous ces bruits-là, ils entendaient parler. Finalement, le ballon s'est mis en marche, on a parti les moteurs, et puis le ballon est parti. J'ai lu plus tard dans l'histoire que justement, c'était la déchirure.
Ils ont passé au-dessus de Québec, mais ils ont passé pour faire de façon à ce que les gens de Québec ne voient pas la déchirure. Ils ont fait un circuit, puis ils ont continué. Ils ont frappé du mauvais temps, les tempêtes électriques en centre de Saint-Hubert, puis éventuellement, c'était le premier amérissage ou atterrissage à Saint-Hubert du R100. Et c'est dans cette période que je l'ai vu, je ne l'ai jamais revu après. On le repasse? Non, c'est correct. Non, il y a assez comme ça. La guerre commence. Vous avez le désir de voler. Euh, vous avez la possibilité d'être pilote, mais pour aller plus vite, vous choisissez d'être mitrailleur. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre tous ces risques pour embarquer dans cette aventure? Ben, premièrement, Recommencez s'il vous plaît en me disant à quelle époque c'était, quelle date. alors en 1940, un mois fatidique pour la France. Moi, je suis à l'école technique à Québec et puis j'ai visité un bureau de recrutement de l'Aviation royale canadienne à Québec. Alors, je m'intéresse à ça. Et puis, j'en parle à mon père, puis mon père, il dit, ben, t'as maintenant 18 ans, tu es un adulte, tu dois prendre tes propres décisions. Il dit, mais je sais pas, la guerre va pas tellement bien dans le moment, puis tout. Et quelques semaines après, je sais pas, c'était le 18 juin, la France avait signé un armistice avec l'Allemagne. Mon père me dit, mais tu vas à la guerre alors qu'on l'a déjà perdu. La plus grande armée d'Europe sur laquelle toute l'Europe se fie, c'est l'armée française, a été défaite dans quelques semaines, quelques mois. Ah, je dis, papa, je ne veux pas aller à la guerre, je veux aller dans l'aviation. C'était mon rêve d'enfant qui me poursuivait encore, même quand j'étais aux études. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai fait, dans cette période-là, juste une année avant, j'avais fait un voyage en planeur, mais en avion. Mon professeur de mathématiques avait un avion quand j'étais à l'école technique. Et puis, j'avais su ça, je ne sais pas de quelle façon. Puis je lui ai demandé si c'était vrai. Il m'a dit oui, il était pas loin d'ici, de Québec, dans un hangar. Et il dit, voudrais-tu venir? Je dois mettre les skis sur l'avion parce que je vais voler cet hiver. C'était tard à l'automne, au mois de novembre. Il y avait eu des premières neiges déjà. Alors, il m'emmène là-bas un samedi. Et puis, je lui aide à mettre les skis. J'ai passé la journée à faire ça. Et finalement, on a décollé avec son avion. C'était un Traveler avec un moteur Lycoming de 200 chevaux vapeur. On a décollé et c'était mon premier tour en avion. Et je criais de joie tellement j'étais heureux. C'était un 2 trous. Moi, j'étais dans le trou en avant. Le pilote, c'était dans le trou arrière. Et là, je voyais Québec. J'ai vu Québec, les chutes Montmorency, l'île d'Orléans, les navires qui partaient, qui quittaient Québec. Je voyais tout ça dans une même image. Et ça, là, ça m'est resté collé à la mémoire tellement que j'en parle encore aujourd'hui. Puis je revis l'incident chaque fois. C'était magnifique. Je n'étais pas désappointé d'avoir rêvé à l'aviation. Et c'est ça qui me colle à la reste de mon histoire d'aviateur. Je suis rentré dans l'aviation en 1940 et puis on exigeait à ce moment-là des diplômes minimum 12 ans de scolarité. Je n'avais 9. Je suis rentré pareil, pas encore partie. J'aurais pu continuer une autre année, 2 ans à faire des études. Non, j'ai décidé, je rentrais pareil. Alors, je suis rentré avec, j'étais dans le plus bas poste qu'on pouvait avoir, Aircraftsman Class Number 2. Et puis, c'est de là qu'a commencé ma carrière. Et en 1942, on a, vu que la guerre allait mal, on a baissé les normes au point de vue d'éducation. Et puis, j'ai fait application. J'ai obtenu la permission d'appliquer pour n'importe quel poste. Alors, j'ai appliqué pour être pilote. Puis on m'a dit, ben tu vas attendre longtemps parce qu'il y a 9 mois d'attente. Mais j'ai dit, tu dois avoir d'autres choses. J'ai dit, oui, tu peux devenir mitrailleur dans 3 mois. Je vais prendre ça. Et c'est comme ça que je suis devenu mitrailleur. J'étais à l'école à Montjoly, à l'école de mitrailleuse numéro 9 de Montjoly. J'ai fait mon cours de pilote, pas de pilote, mais de mitrailleur. Puis je suis parti à la fin de 1942 sur le Queen Elizabeth pour l'Angleterre. J'étais à une escadrille. Et
L'affectation à l'escadrille, c'est pas maintenant. Il faut que je fasse tout mon entraînement. J'étais entraîné seulement à tirer sur des mitrailleuses durant la guerre 14-18, des Vickers, à bord de Ferry Battle, un avion qui n'avait aucune possibilité de combat. D'ailleurs, les Allemands n'avaient descendu... il y avait un chasseur allemand qui n'avait descendu 15 dans une même sortie, puis probablement il a manqué de munitions pour descendre les autres. Alors, c'était pour l'entraînement. On était debout à l'arrière du pilote, attaché au plancher par un harnais, et puis là, on tirait la mitrailleuse, la Vickers avec 100 balles. Alors, c'était le début. Et puis, j'ai fait tout mon cours, tout mon entraînement avec ça. J'ai obtenu des bonnes notes. Et puis, j'ai gradué. Puis, en graduant, je devenais un sergent. Alors, je partais de 0 à sergent. Et j'ai complété ces études-là à Montjoly. Et après ça, je suis parti pour l'Angleterre. C'est là que l'entraînement commençait. Alors, je suis parti sur le Queen Elizabeth à la fin de décembre 1942. On est arrivé en Écosse. Et puis, on était 15 000 à bord. Puis là, ben, on sortait. Puis il y avait de l'armée, il y avait de l'aviation, il y avait des civils. Mais tous les aviateurs, ils nous emmenaient par train à Bournemouth. C'était le dispersal area où on prenait tous les aviateurs pour les envoyer dans des écoles d'entraînement partout dans le royaume. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le Yorkshire, à une école d'entraînement pour devenir mitrailleur. Alors, j'ai fait tout ça. Par après, quand j'ai eu fini, ben, c'était le choix d'un équipage, c'était comme une soirée de danse, quasiment. On s'attend, on vient de vous demander à danser. Alors, c'était le pilote avec le navigateur qui devait faire qui s'échangeait les premières informations pour faire un équipage et il choisissait les autres. Et le mitrailleur était toujours choisi le dernier. C'était pas considéré réellement comme un poste extraordinaire, comparativement au navigateur, au sans-filiste, à l'ingénieur, au pilote. On était là pour aller dans une tourelle pour protéger l'avion. Et c'était ce dont on s'était entraîné. Moi, j'ai appris à tirer tout ce qui se faisait à ce moment-là, jusqu'à des 50 calibres, le fusil de chasse, les revolvers et tout. J'ai tout appris à tuer ça, appris ces choses-là, à ce métier-là, à ce moment-là. Votre première mission, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Bien, la première mission, actuellement, dans mon livre de bord, j'avais oublié que je l'avais fait. Parce que c'était quand on nous a transférés, on nous a demandé d'aller rejoindre l'escadrille des Alouettes qui était en Afrique, qui était en Tunisie. Donc, c'était au printemps de 1943. Et la première mission, c'était justement de partir et se rendre là-bas. C'était très dangereux. Je n'ai pas considéré ça comme un territoire de guerre, mais on était en danger tout le temps parce que les avions, les chasseurs allemands qui étaient basés en Normandie, les îles de Normandie, etc., ils venaient nous pourchasser dans les eaux territoriales. Non, pas les eaux territoriales, les eaux internationales, qui étaient en bordure territoriale de l'Espagne et le Portugal. Ils n'avaient pas le droit de venir nous chercher là, mais d'instant. Puis nous, on n'avait pas le droit de se servir ces zones-là non plus. C'était le jour, alors ils envoyaient les chasseurs nous poursuivre. Et puis, bien, c'était un territoire de guerre. Moi, je n'avais pas considéré ça comme ça. Je n'étais pas à la guerre. Quand je compte mes nombres de bombardements que j'ai faits, j'en compte 37. Quelqu'un me signale, mais pourquoi faire la première, elle ne compte pas? J'ai appris que j'avais fait 38 raids aériens. Alors, en tout et partie, j'ai fait 38 raids aériens. Et le premier, c'était celui-là, mais le deuxième, c'était un raid sur la Sicile, à partir de base en Tunisie. Parlez-moi du crash. Nous revenions d'un bombardement. C'est toujours des bombardements de nuit. Hein? Nous revenions d'un bombardement de Foggia. Foggia, qui est sur la mer Adriatique, dans un port de mer italien. Et c'était mon 7e voyage. Et en revenant à la base, ça avait été un voyage sans trop d'incidents. En revenant à la base, il y avait une ground fog, une brume qui reste attachée au sol, ce qui est très, très rare là-bas. Qu'est-ce qui s'était passé, je ne sais pas. Alors, du haut de 2-3 000 pieds, on voit très bien la piste, très bien éclairée, avec des lampes à l'huile. On la voit, on passe au-dessus. Alors, on fait la procédure normale, descendre, downwind, vent arrière, etc. Et on s'infiltre dans
dans la brume pour s'en aller sur instrument. Mais, excusez-moi. Mais on n'avait pas vérifié la pressure altitude, l'altitude, la pression de l'altitude. À ce moment-là, quand on a frappé le sol, on était à 120 000 à l'heure dans un angle de 20 degrés. Alors, c'est là que le crash a lieu, dans la brume. L'avion, le Wellington, c'est un avion qui est très bien fait. C'est fait en construction géodésique, ça résiste à peu près à n'importe quoi. Et quand même, un autre avion, un autre type, je pense qu'on n'aura pas fait tellement long sur la piste, mais celui-là s'est promené. En parlant de piste, on est tout simplement dans le désert. Là, vous savez, c'est de terre dure, rouge. Là. Il s'est mis à serpenter sur la piste, puis c'est toujours en pleine nuit. Puis à un moment donné, il fait un arrêt, et le contre-coup, j'avais ouvert mes portes de tourelle, parce qu'il était question qu'on saute en parachute, et ce qu'il faut faire. Et j'ai été projeté à l'extérieur de l'avion. J'avais été détaché. Mes bottes sont restées dans la tourelle. J'étais projeté et j'ai roulé sur le sol pendant que l'avion encore s'éloignait de moi. Et là, c'est le silence total. Vous allez d'un bruit infernal à un silence total. Et c'était... je croyais que j'étais mort. Là. Il n'y avait plus rien de réel alentour de moi, donc je croyais que j'étais mort. Je lui ai dit, non, je ne dois pas être mort quand le foie s'est mis... J'avais plus de bottes, j'avais froid aux pieds. Et dans la nuit, j'entends un petit bruit. C'est difficile à décrire, sinon peut-être un cri de serpent. Là. Et psi, psi, j'entends ce bruit-là. Puis à chaque fois que j'entends ce bruit-là, il y a une lueur orange. C'est comme ça que j'ai retrouvé l'avion, qui était déjà à plusieurs centaines de pieds de moi, mais toujours dans la brume. Et il y avait une fuite d'huile dans un des cylindres ou d'un réservoir qui tombait. Il y avait un petit feu en dessous. Puis c'est ça, c'est la fuite d'huile qui alimentait le feu. C'est elle qui faisait ce bruit-là. Je me suis approché de l'avion, puis j'ai crié après mes amis et tout ça. J'entendais aucune voix, il n'y a personne qui me répondait. J'ai sauté sur la carlingue. Dans un Wellington, les fenêtres au-dessus du pilote, au-dessus du poste de commandement, il y avait des loquets. Puis ça s'ouvrait comme un panier. Et puis, je ne pouvais pas atteindre, c'était pas ouvert, ça. Puis, j'essayais de voir, de temps en temps, je voyais un peu avec la lueur qui se reflétait dans la brume. Je voyais couleur orange, puis je voyais le pilote qui venait marcher, puis le bomb aimer, la largueur de bombe était là aussi, puis il ne me répondait pas. Alors, c'est avec mes talons que j'ai cassé le perspex, puis c'était pas facile. Vous savez, dans l'adrénaline, ce que ça peut faire à un être, c'est incroyable. J'ai réussi à le fêler pour aller chercher le loquet pour l'ouvrir. Puis là, j'ai vu le pilote, là, encore avec ça. Quoi faire? Je me suis souvenu, je savais où était le pistolet pour alarme. On avait un pistolet, un very pistol qu'on appelait. On pouvait faire des des lances comme un feu d'artifice. Le vert, le rouge, l'orange, etc. Des signaux en cas de détresse. Je savais où il était. Avec mes mains, je l'ai trouvé. J'ai trouvé la boîte. Puis là, j'ai fait un vrai feu d'artifice parce que je ne choisissais pas les couleurs de danger ou d'urgence. Alors, c'était du vert, du orange, qui reflétait dans la brume. Oh, ça devait être un beau spectacle. Et puis, c'est comme ça qu'on a attiré les secours. Ils sont arrivés. Et moi, en ce temps-là, j'ai réalisé que le pilote était mort parce que dans un Wellington, c'est des hélices en bois. Puis, du côté du pilote, des deux côtés, du côté des pilotes, l'hélice passe là, à peu près là, à 6 pouces là, de carlingue. Alors, ça a cassé, puis un éclat qui est venu le frapper. Je ne savais pas qu'il était mort, il était inconscient. Et le bomb aimer, lui, s'était frappé. Alors, il était inconscient. Je suis rentré à l'intérieur pour aller voir où était le navigateur, le wireless operator, pour les réveiller. Eux autres étaient je dis pas, ils n'étaient pas inconscients, mais ils ne savaient réellement pas où ils étaient. Alors, je leur crie, sortez, sortez, il y a un feu, parce que j'avais toujours ce petit feu. À Wellington, c'est couvert de toile. L'instant que ça aurait pu couvrir la toile, tout ça y aurait passé. Alors, l'urgence était réellement
penser que le Wellington sauterait et puis il n'y a personne qui s'en serait sorti. Alors, pendant que je conduisais mes amis par-dessus les corps des deux autres, les ambulanciers sont arrivés et puis on m'a sculpté, on a essayé de voir si j'étais blessé. J'avais aucune blessure. C'est ça. Ça se passe dans, je ne sais pas, 3-4 minutes, tout ce que je vous ai raconté là. Moi aussi, 37, 38 missions. À part, bon, évidemment, on parle de crash, là. Quelle a été votre plus grosse frayeur? Est-ce que vous êtes fait canarder? Est-ce que vous avez vu ou senti des balles passer de part en Bon, part de l'avion? ben, premièrement, laissez-moi vous dire qu'on a toujours peur. C'est de contrôler sa peur qui est important. Moi, on a toujours peur. On s'en va en mission, on part en pleine nuit, surtout les raids en Allemagne, où on était 6 avions, on part en pleine nuit, on est autonome, on n'a pas de feu de navigation, on s'en va tous dans la même direction, les collisions et tout, là, tout ça, là, tout de suite, là, vous pouvez vous imaginer que la première peur, c'est la peur des collisions. Et on ne marche pas sur les GPS, nous autres. Là. Il n'y a pas de radar dans les premiers raids, là. Puis même le radar, ça nous aidait à quoi? À nous situer dans le ciel. Ça ne nous aidait pas à naviguer vers l'objectif. Chaque avion, contrairement aux Américains, chaque bombardier avait son navigateur. On était totalement autonome dans tout ce qu'on faisait. Alors, l'être le plus important à bord d'un avion en bombardement dans ces situations-là, c'est le navigateur. Il est le seul qui peut nous amener et nous ramener. Le pilote a des notions de navigation, c'est sûr et certain. Mais si vous n'avez pas votre navigateur, les chances de revenir ne sont pas tellement bonnes. Vous pouvez revenir avec un pilote blessé, même tué, parce que le bomber va être capable de garder l'avion en vol, parce qu'il a appris ça au cours, on le tient. Puis le navigateur te dit, bien, tourne à gauche, tourne à droite, puis garde le cap un tel. Arrivé au-dessus de l'Angleterre, on saute en parachute. Il n'y a pas d'affaire d'atterrissage. Alors, c'était la vie de tout le monde, c'était courant, donc on a peur de tout. Ce qui est important, c'est de la contrôler. Ça peur. Tu deviens nuisible à tout ton équipage si tu n'es pas capable de te contrôler. Alors, c'est ça. Pour certaines personnes, c'est impossible. On en a sorti de nos collègues qui étaient gelés au contrôle de quelque chose, et le grand sourire bénin dans le visage, puis ils n'ont pas su ce qui était arrivé. Alors, non, on a toujours peur de tout. Mais la plus grande des frayeurs, ça ne se mesure pas, on est toujours sous aguin. L'instant qu'un bruit dans l'avion n'est pas celui qu'on est habitué d'entendre depuis des heures, ça nous effraie. Si ce n'est pas le bruit qu'on est... Dans ce silence qui fait du bruit, s'il y a un bruit qu'on ne connaît pas, c'est la frayeur. Alors, ça peut être justement ça, une balle, un morceau de bombe, parce que les Allemands, les tirent sur nous, c'est des bombes fragmentaires qui explosent à 22 000 pieds d'altitude. Puis ça prend seulement qu'un morceau de métal pour descendre un avion, pour tuer quelqu'un, couper une ligne hydraulique. Tout ça, on est toujours conscient de ça. Alors, quelqu'un qui vous dira qu'il n'a pas eu peur, c'est un menteur parce qu'il n'est jamais allé au combat. C'est la peur qui nous protège. C'est la peur qui nous stimule. C'est la peur qui contrôle ton adrénaline pour être capable de réagir avec intelligence. On est entraîné à ne pas se faire tuer. On n'est pas entraîné à se faire tuer. Contrairement à la légende qu'on va à la guerre pour se faire tuer. Vous êtes devenu postier? Oui. Donc, racontez-moi ça de façon, on va dire, humoristique. Dites-moi, après la guerre. Après la guerre, en 1945. Est-ce que vous pouvez le refaire, en enlevant votre main de votre visage, s'il vous plaît? Puis, excusez, une petite chose. Pensez que vous avez votre micro, donc je ne vais pas vous toucher. Ah oui, c'est vrai. Mais je me sens de mes mains. Non, c'est correct, c'est correct. Je vous donne juste... Faut que je touche à tout, moi. Ces petits trucs-là. Évitez de mettre votre main sur le visage, puis évitez d'aller jouer du côté de votre micro. C'est tout. Après, Oui, patron. C'est cela. Donc, on va recommencer. Donc, après la guerre. Après la guerre. En 1945, j'arrive chez moi au mois de juin, juste avant... Moi, quand la guerre a terminé, j'étais en pleine mer. J'étais sur un navire qui me ramenait de l'Angleterre. J'étais à 3 jours de Halifax. Quand j'arrive à la maison, c'est la joie.
Ma famille est là, mon père, ma mère. J'avais des jeunes sœurs quand je suis parti, je les retrouve, puis tout le monde est changé. J'ai des sœurs qui ont des seins, mais ça n'a pas d'allure. Quand je suis parti dans des petites fillettes et tout, j'avais de la misère à les reconnaître. Mais c'est ça, les enfants n'attendent pas qu'on revienne pour grandir, là. Mais moi, là, je voulais retrouver ma famille intacte. C'est pas ça qui est arrivé. Alors là, puis un mois après, c'est ma belle Anglaise qui est arrivée, la plus belle fille du royaume de George VI, qui est venue me rejoindre au Canada. Et puis, cette partie-là, vous savez, au bout de 10 jours, je n'étais plus personne. Je suis débarqué au quai de la guerre, mais j'étais officier. J'avais le rang d'équivalent de capitaine, même si c'était un rang temporaire. J'étais décoré par le roi d'Angleterre. J'étais dans mon bel uniforme. J'étais fier de revenir de la guerre. Mon père m'a dit, Dieu soit loué, tu as gagné la guerre et tu es revenu sain et sauf. C'est un beau compliment, ton papa, ça. Mais 10 jours après, j'avais plus d'uniforme. Je n'étais plus personne. J'étais complètement perdu. Les gens qui voyaient passer dans la rue, ah oui, je pense que c'est le fils d'Émile, il est allé à la guerre, mais personne ne savait ce que j'avais fait. Et c'était ça, la grande déception là, de tous ceux qui sont revenus et qui ont été traités de la même façon, surtout au Québec ici. On a complètement évacué cette partie de nos vies. Alors, moi qui avais beaucoup de l'enthousiasme pour toutes sortes de choses, j'avais des plans hauts, j'en avais pas, mais un jour, avec un ami, pilote de Lillet, avec qui il était allé à la guerre, était sur le Lancaster, on avait été aux études ensemble, on se rencontre par hasard sur le coin d'Elizabeth quand il traverse l'Atlantique, on se quitte, on se revoit après la guerre. Alors, je vous parle de ça un après-midi. On devrait partir sur le titre de Montmagny. J'ai été maître de poste à Montmagny en 1946, puis la poste sert l'île aux grues. Puis l'île aux grues, c'est un service de bateaux à rame. D'ailleurs, ils ont des courses de traversée du fleuve. C'est exactement ça. Et ces gens-là avaient le contrat de poste. Ils venaient chercher la poste. Je me rappelle, comme maître de poste, je signais des contrats pour 150 pour une saison entière, partir de l'île aux grues, venir chercher la poste, la reconduire, venir chercher le médecin, etc. C'est un détroit qui n'est pas large, mais vous avez les mouvements de la glace, la marée montante, la marée baissante, la glace se déplace. Ça peut être catastrophique si vous ne connaissez pas ce que vous avez à faire. Et suite à ça, avec mon ami, on décide de s'acheter un avion, un J-3, un 65 chevaux vapeur, un Piper Aircraft, qu'on est allé chercher à la manufacture à Hamilton, que nous avons payé 2 900 $ au temps. C'était à peu près tout de nos économies, tous les deux. C'était réellement, c'était mon adolescence. J'avais une extension sur ma adolescence. Mais l'aviation ne m'avait jamais quitté. Je me voyais à Montmagny. J'avais 9 ans d'éducation. C'était pas... Je ne savais pas ce que je ferais. Mon ami, par contre, lui, avait fini ses études classiques. Alors, pendant 6 mois, on a essayé de partir ce service-là. On a construit une petite piste, nous-mêmes. On a écrit, vraiment, on s'est enregistré, Montmagny Air Service. On a écrit au ministère des Postes pour voir si ne sera pas intéressé. Ils nous ont référé, bien, parlez à votre député. Donc, pendant 6 mois, là, c'est un essai, c'est un rêve là, d'enfant là, qui va s'écrouler parce qu'on ne réussit pas. Alors, si vous voulez me faire parler de Montmagny Air Service, je ne peux pas parler de victoire, là. C'est un rêve d'enfant, un rêve d'adolescent qui s'écroule. On a vendu l'avion au Club de vol de Québec au mois de novembre et c'était la fin de l'histoire. Par contre, ce n'était pas la fin pour moi. Lui, il est retourné aux études, mon ami. Il est devenu notaire. Il est même retourné dans l'aviation plus tard. Et moi, j'ai continué avec mon rêve d'adolescent, que je ferais quelque chose dans l'aviation. Mais là, vous n'avez pas 3 semaines à écouter mon histoire, elle est longue. Il y aura avec la suite de Montmagny Air Service. Vous faites une pause entre les deux. Donc ça vous refait, vous dites, on connaît souvent l'histoire des bombardiers à travers le Memphis Bell, mais... Oui, le Memphis Bell, une chose que les gens oublient, c'est que le gouvernement américain avait dans son arsenal de défense tous
Hollywood. Hollywood a été engagé pour faire la promotion durant la guerre. Ils ont donné des commissions à celui-ci, à celui-là, puis ils ont envoyé sur le front, puis ils ont fait de la guerre. Ils ont fait de la guerre à Hollywood, puis c'est vrai, ils ont très bien réussi. Mais nous, non, c'était pas ça. Il y a eu quelques films qui ont été faits en Angleterre pendant la guerre, même après la guerre, mais on n'avait pas... L'Angleterre était ruinée à tout événement. L'Empire était totalement ruiné. Tous les empires étaient ruinés quand la guerre a fini. Les Américains, les seuls qui étaient riches, c'était les Américains. Alors, eux, ils ont bénéficié de tout ce qui est arrivé pendant la guerre, puis c'est fait qu'ils ont fait des films extraordinaires. Mais nous, à travers tout ça, vous savez, plus ton voisin est puissant, plus il t'ignore. Hein? Alors, c'est la même chose pour nous. Au Canada, notre puissant voisin a pris, pour eux, les Américains, tous les Américains, on doit l'enseigner dans les écoles, que la guerre a commencé en 1939. Alors, ce côté-là, là, ça m'agace pas mal. Mais par contre, au Canada, c'est pas fait de films. On a pris les films des Patty News et tout ça pour nous raconter la guerre. Mais c'est les Américains qui la racontent le mieux parce qu'il y avait Hollywood dans leur bagage avec eux autres. Est-ce que les Américains savaient bombarder de nuit? Non. Les bombardiers, les Américains ont opéré de nuit dans des opérations extrêmement spéciales. Par exemple, les missions secrètes, on devait détruire ci, ça. Sûrement qu'ils ont eu dans les avions deux moteurs, les Metro, les Marauders, ces avions-là devaient servir dans des très spéciales. Mais le Master Bomber, les bombardiers, 4 moteurs, à destruction massive, non. Non, ils n'opéraient pas de nuit. Ils n'opéraient que de jour. C'est pour ça que les Américains, quand ils commencent à bombarder les puits d'huile, à partir de base en Angleterre, mais ils se font descendre comme des pigeons. Ils perdent 75, 100, 125 avions des bombardiers avec 12 membres, 12 personnes. Ça ne peut pas durer jusqu'à temps que le Mustang arrive pour les protéger. Il y avait des chasseurs qui les protégeaient à mi-chemin. Alors, les Allemands, eux autres, ils attendaient qu'ils retournent à la maison, puis là, ils les prenaient, puis ils les descendaient. Alors ça a été terrible. Les Américains ont eu des pertes épouvantables. Je ne pense pas qu'on aurait pu résister, nous. Vous savez, si vous avez plus que 5 de pertes par raid sur votre escadrille, si vous continuez ça pendant une semaine de temps, là, vous êtes rendu à 30-35 de pertes, ça ne peut pas continuer. C'est pas l'équipement, c'est pas l'avion, c'est pas le bombardier, c'est l'équipage. Ça prend 18 mois pour entraîner un équipage. Mais un avion, en dernier, on les faisait, 2, 3, 4, 5, 10 par jour. Alors, c'est des Américains? Non. Mais c'est des Américains qui nous ont demandé d'aller en Afrique. Les Américains, le haut commandement américain a demandé à la RAF qui voulait faire des bombardements de nuit durant la campagne de Sicile, sur la Sicile, sur l'Italie. Alors, ils ont demandé, alors ils sont accordés, ils ont dit, bien, les Américains, les Canadiens, ça va bien s'entendre. Et c'est comme ça qu'il y a eu 3 escadrilles qui ont été envoyées. 3 escadrilles, c'est 20, 22 bombardiers chaque. Alors, vous avez entre 60 et 65 bombardiers qui s'en vont dans le désert pour accommoder les Américains. On n'est pas tous à la même place, on est divisés. Les 3 escadrilles sont dans 3 endroits différents. Spaatz est le général principal de l'armée de l'air à ce moment-là. C'est cette armée de l'air. Ça, c'est la même armée de l'air qui a atterri, là, qui est arrivée par le Maroc, là, qui s'en vient. Là. Et Général Doolittle était un de ces généraux de contrôle. Et je l'ai rencontré là-bas parce qu'il était en directe communication avec nos patrons sur les 3 escadrilles. Je l'ai rencontré là-bas, j'ai revu après la guerre. Alors, on a bombardé de nuit à partir du printemps 1943 jusqu'à fin d'octobre 1943. On a opéré nos opérations militaires. Et ceci fini, on est retourné. Moi, j'étais chanceux. J'ai escorté, j'ai été le pilote sur un avion, sur un des bombardiers, à qui qu'on ramenait en Algérie. On les ramenait en Algérie pour les donner à l'armée française. On a donné 66 bombardiers à l'armée française et toutes les pièces de rechange. C'est un beau cadeau. Je n'ai jamais entendu personne remercier la couronne britannique pour le cadeau. Moi, je suis revenu par bateau. Parlez-moi de ce qu'est devenu Montmagny Air Service. Vous me dites, suite à notre échec, nous... Je suis très heureux de vous en parler.
parce que c'est le rêve qui s'est continué, puis qui a été ressuscité par des gens avec qui j'avais encore des communications, ce jeune homme-là. Et aujourd'hui, c'est une compagnie qui transporte parce qu'ils font beaucoup de nolissements, de charters un peu partout, à part de transporter tous les habitants de l'île aux grues, les animaux, les enfants qu'ils envoient à l'école. Ça prend 4 minutes de traverser. Alors, ils ont des avions, des deux moteurs qui peuvent faire 12-14 passagers. Et puis, ils font... Alors, c'est des milliers de passagers. C'est des milliers de passagers, mais ils font aussi, faisant du charter. Alors, c'est une réussite. Donc, le rêve qu'on avait, Édouard, Jean et moi, s'est réalisé. Malheureusement, Édouard est décédé. Mais pour moi, l'idée était bonne. C'est pour ça que ça a attiré votre attention. Parce que, passé le fait que 6 mois, là, moi, là, mon rêve était terminé. Qu'est-ce qui s'est passé en 1971 pour vous? En 71. C'est c'est le Club des aéronefs expérimentales. Ah, oui. Et voilà, il y avait... Dites-moi, en 1971. En 71, je faisais partie d'un... comment est-ce qu'on dit? Un chapitre des Américains, là, du Club des Américains. Ça s'appelait Aircraft Association. Et puis, quelqu'un qui a décidé de former un club, on se détachait de ça, puis on formait. Alors, c'était Lucien Beaulieu, le trophée Lucien Beaulieu, qu'on offre à tous les années aux meilleurs bâtisseurs. À l'origine, c'est Lucien Beaulieu qui était un pilote mécanicien, qui était avec nous. Moi, je faisais partie d'un des membres fondateurs du Club L'Aéronef expérimental de Sherbrooke. Alors, j'ai fait partie de ça tout le temps, puis j'ai resté communiqué avec eux, en communication avec eux. Je m'intéressais à la construction, j'ai visité. Éventuellement, je suis devenu président. On a fondé un journal. J'étais très, très, très actif à travers tous ces gens-là. Et c'est de là qu'est arrivé les Faucheurs de Marguerite. Une année, j'ai dit, ce sera le temps qu'on ait peut-être invité des gens à venir nous visiter. Puis comme dans tous les clubs, c'était les 2 phrases suivantes. On devrait faire ça, puis on aurait dû, etc. Moi, c'est deux mots, 2 phrases qui me horripilent, qui me met à l'action, qui me fait fâcher. Si c'est bon, on devrait le faire. Et c'est ce que j'ai fait. On l'a fait. Je l'ai créé de toutes pièces, mais pas tout seul. J'ai convaincu une demi-douzaine de mes amis que ce serait une bonne idée, puis on a réussi. Aujourd'hui, c'était à la 16e, 17e année, et ça a été réussi. Mais j'endurais personne qui me disait alentour de moi, on devrait. Je ne voulais pas les entendre dire, on aurait dû. Alors, les gens que je pouvais détecter dès le début qui étaient négatifs, qui ne pouvaient pas concevoir ce que je voulais faire, je m'en occupais pas. On va finir, on va attendre que la lumière soit correcte et puis on va finir. Dites-moi, que sont les Faucheurs de Marguerite pour vous? Dès le début, il fallait y trouver une raison d'être. La raison d'être, pour moi, c'était, on va faire une association, on va faire un rallye pour tous les gens qui construisent des avions. Donc, c'était pour et par les aviateurs. Si on ne pouvait pas obtenir le concours des gens-là, il ne pouvait pas y avoir de... C'était le but. Alors, au début, ça a été strictement ça. Je regarde aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, on a beaucoup de visiteurs parce qu'il fait beau. C'est toujours la température. Mais une année, on a eu 400 avions ici. Il y en a qui sont venus d'aussi loin, même que du Michigan. Alors, c'était absolument extraordinaire. Mais on est toujours victime du temps, de température, etc. Mais par contre, vous voyez, ça résiste. Parce qu'il y a un deuxième facteur maintenant, c'est que le public s'y intéresse. Donc, on peut toujours contrôler nos dépenses et contrôler ce qu'on fait parce qu'on a de l'argent qui vient du public, qui vient strictement par intérêt pour voir ce qui se passe. Puis de plus en plus, on voit des enfants de 11, 12, 13, 14, 15 ans. C'est ceux-là qu'on veut voir le plus. C'est à ce moment-ci là, qu'ils rêvent de toutes ces choses-là. C'est le moment de leur présenter puis leur faire voir. Puis il faut que les enfants demandent des questions. Puis il ne faut pas interdire aux enfants, à tous ceux qui s'y intéressent, de voir les avions de près, de parler aux mécaniciens, parler à celui qui l'a bâti. Il n'y a rien de plus magnifique pour un pilote de se faire demander des questions sur son avion qu'il a bâti.
C'est un honneur qu'on lui fait. On devrait toujours s'y intéresser. Tu peux venir close-up, je fais ça, la dernière question. Donc vous commencez par mon plus beau souvenir. Vous me demandez mon plus beau souvenir, ben, c'est sûr et certain. Ça, c'est très difficile. Très difficile, j'en ai tellement. Je pourrais dire mon premier vol en avion, etc. Mais je pense, si je regarde l'enthousiasme, j'ai toujours pour l'aviation, l'histoire de l'aviation, je crois que je dois mentionner que c'est mon vol en Concorde qui m'a le plus satisfait. Je voyais, j'ai atteint des 60 000 pieds d'altitude. Je voyais la courbe de la Terre. Je voyais une bande bleue là, qui représentait l'atmosphère. Ça me donnait des frissons de peur, de penser que si on la perdait, on perdrait tout. La vitesse. J'ai été voir, j'ai présenté ma licence de pilote au pilote et puis on m'a laissé. On ne pouvait pas rentrer dans la cabine, c'était tellement étroit. Ils étaient trois là-dedans, mais je suis rentré dans la cabine, je suis resté en arrière. J'ai parlé à tous ces gens-là. C'était incroyable. Et je connaissais le Concorde. Je savais où était le carburant, les pompes à carburant qui stabilisaient l'avion en air. Je savais des choses incroyables. Et je voyageais avec des gens qui étaient complètement ignorants de tout ça. Alors, réellement, je leur ai dit de ne pas me parler parce que je ne voulais pas qu'ils m'ennuient. Les quelques heures que j'avais, j'ai dit, si vous ne connaissez rien en aviation, là, moi, je veux goûter ça. C'est un cadeau incroyable. Ennuyez pas avec des questions imbéciles. Là, je ne vous répondrai pas. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant.